Salut tout le monde! Avec l'annonce de réouverture des cinémas au 15 décembre prochain, j'avais envie de vous parler des films que j'ai vus avant la fermeture et qui vont être reprogrammés en décembre. C'est une manière pour moi de commencer à aborder tous les films dont... Est-ce que les voisins se mettent réellement à faire des travaux le jour où je décide de tourner? C'est une manière pour moi de commencer à décanter l'intégralité des films que j'ai vus au cinéma ces derniers temps, et Dieu sait qu'il y en a. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vais vous proposer un sondage si jamais vous préférez que je vous parle de l'intégralité de ces films dans une seule grosse vidéo, ou bien que je fasse, comme j'avais fait en mars, une vidéo que je publierai une fois par jour, je pense, qui sera du coup une vidéo consacrée à chacun des films. Bref, sans plus attendre, passons aux 5 films dont je vais vous parler dans cette vidéo, que je vous conseille de voir à la réouverture des cinémas, ou pas dans certains cas. On va commencer évidemment par un des films qui a fait parler le plus de lui ces derniers temps, juste avant la fermeture du cinéma. Il s'agit de Drunk de Thomas Vinterberg. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen ou encore Lars Ranthe. Dans ce film, 4 amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait, dès la naissance, un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur toute scientifique, chacun relève le défi en espérant que toute leur vie n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. C'est objectivement un film que je vous conseille d'aller voir, ne serait-ce que pour vous faire un propre avis dessus, que c'est un film qui est objectivement extrêmement bien réalisé, qu'il possède un casting absolument formidable, et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, ne serait-ce que pour les questions qu'il soulève. Parce que pour ma part, c'est un film avec lequel je suis ressortie avec un sentiment très mitigé et qui continue encore aujourd'hui de me tarauder. Je n'arrive pas à savoir si j'ai passé un bon moment devant ce film. Aussi, au contraire, j'ai été viscéralement dérangée par son propos, particulièrement son message que je trouve extrêmement ambigu. Je trouve en effet que de manière générale, socialement, on est encouragé à avoir un rapport extrêmement festif à l'alcool, extrêmement détaché. Dès l'adolescence, c'est un marqueur social. Au contraire, si jamais tu ne bois pas en soirée, tu vas être la personne coincée, chiante. Et je parle en connaissance de cause, étant donné que durant l'adolescence, j'étais la meuf qui servait de Sam quand j'ai eu le permis. Ou juste avant ça, on m'appelait Mère Teresa parce que j'étais la meuf qui prenait soin de toutes les personnes bourrées en soirée, qui nettoyait le vomi. Il y a plein de fois où j'ai été bourrée dans ma vie. On va pas se mentir, c'est rigolo, mais je trouve juste qu'on a un rapport qui est de manière générale malsain. L'alcool n'est pas le problème, mais c'est le comportement qui est lié à l'alcool qui est problématique. Excusez-moi si jamais j'ai la voix qui tremble, je crois que je me couve un petit rhume, j'ai la voix un petit peu enrouée, donc j'espère que ça va le faire pour cette vidéo. Donc comme je le disais, ce n'est pas vraiment l'alcool le problème, c'est plus les comportements qui sont encouragés autour de ça. L'alcoolisme qui est une maladie, qui est quelque chose de grave, qui doit être pris au sérieux, qui doit être traité. Je trouve qu'on le traite comme si c'était quelque chose de bien vu socialement, quelque chose de cool. Je peux vous dire que c'est absolument pas quelque chose qui est glamour. D'ailleurs, dans la bande de potes dont je vous parlais ado, je connais plusieurs personnes qui aujourd'hui ont des soucis avec l'alcool, induits aussi par ces comportements qu'on inculque dès l'adolescence et qui sont vecteurs d'une espèce de passage à l'âge adulte en fait. Tout ça pour vous dire que j'ai des biais personnels sur la question de l'alcool qui rentrent forcément en contradiction avec les messages du film, avec les propos qui sont véhiculés. En fait, je pense que j'ai été un peu déçue parce que je trouve qu'on n'explique jamais les mécanismes qui peuvent conduire à avoir un rapport malsain à l'alcool. Je trouve qu'on met tout sur le dos de l'alcool et qu'on ne pointe pas du doigt les comportements qui mènent à ça. Alors qu'encore une fois, ce n'est pas l'alcool le problème, tout comme de manière générale, ce n'est jamais les drogues le problème. Le problème, c'est tout le contexte psychologique qu'il va y avoir derrière. Je ne vous spoile pas, mais je trouve le message et la scène de fin extrêmement ambigus parce que pour moi, c'est une scène de fin qui détruit absolument tout ce que le film essayait de mettre en place. Je trouve qu'il y a des personnages qui vont avoir droit à une espèce de rédemption ou de moment lumineux qui est très très mal amené. Pour moi, il manque plusieurs minutes à ce film, plusieurs minutes de jonction, plusieurs minutes d'explication pour être plus clair dans son propos. Notamment, on passe, encore une fois, je ne vous spoile pas, mais d'une scène qui est très dure, très lourde, de quelque chose d'extrêmement traumatisant, à quelque chose d'extrêmement festif, d'un coup, sans aucune transition entre les deux. J'ai trouvé ça très brutal, très maladroit. Ce film m'a viscéralement, profondément dérangée parce que
Il est pour moi le reflet de tout ce qui ne va pas dans notre société par rapport à l'alcool, et en particulier par rapport au non-accompagnement psychologique, au non-traitement qu'il y a autour de la question de l'alcool, qui est encore trop vu comme quelque chose de cool, alors que ça peut induire de réelles maladies qui doivent être traitées avec sérieux, et on doit aider les personnes qui ont un mauvais rapport avec l'alcool, et on ne doit pas continuer à leur foutre une espèce de pression sociale, à être performatif avec l'alcool. Bon, ça c'était pour l'explication des soucis que j'ai avec le film. Sinon, en dehors de ça, sur un point de vue purement cinématographique, c'est un film qui est extrêmement réussi. En particulier Mads Mikkelsen, qui est, comme dans l'intégralité de ses rôles, j'ai envie de dire, mais dans celui-ci, il est brillant. Il arrive à la fois à être extrêmement pathétique, extrêmement touchant, et en même temps extrêmement généreux dans ce qu'il donne. C'est un personnage qui est vraiment toujours dans l'ambiguïté, qui est par moments détestable, qui est par moments absolument adorable, et c'est un acteur qui arrive vraiment à jouer un panel d'émotions qui est à la hauteur d'un rôle qui est aussi ambigu et aussi difficile à traiter, parce que c'est pas facile d'avoir des personnages qui sont constamment dans la nuance comme ça. Si je devais avoir un point négatif à dire, je trouve que les personnages féminins qui sont censés être en contrepoint de ce groupe d'hommes virils, costauds, etc., qui sous-tend le film, je trouve que ces personnages féminins ne sont pas assez forts et tombent eux au contraire dans la caricature. On a un peu la caricature de la mère de famille hystérique, toujours en colère, qui fait chier son mari parce qu'il va boire des pintes alors que le pauvre il a droit de pouvoir se reposer aussi de temps en temps. On a le cliché de la femme qui va tromper son mari parce qu'elle se sent délaissée, etc., etc. Et là où tous les personnages masculins sont écrits en nuances, je trouve que les personnages féminins n'ont pas du tout la même rigueur et n'ont pas du tout la même finesse d'écriture. Ce qui est d'autant plus dommage parce que je trouve qu'il y a tout un message sur le virilisme et sur la masculinité toxique dans nos sociétés, sur tout ce qu'induit être un homme et tout ce qui doit être performatif dans le fait de montrer d'être un homme, qui est très intéressant dans le film, mais du coup comme à côté de ça on n'a jamais de contrepoint vraiment fort avec des personnages féminins, je trouve que ce sous-texte tombe un petit peu à l'eau. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Drunk. Je vous encourage à aller le voir, même si, comme vous l'aurez compris, moi je suis mitigée sur ce film. C'est tout de même un film à voir, ne serait-ce pour voir si jamais, comme moi, vous êtes viscéralement dérangé par certains propos du film, et aussi par sa réception, parce que c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais moi ce qui m'a dérangé c'est aussi les réactions autour du film, des gens qui disaient que c'était le genre de vie qu'ils voulaient mener, que c'était une ode à la joie, que c'était une ode à la vie. Et j'ai trouvé ça profondément dérangeant, vu ce qu'il se passe dans le film, de trouver que ce film est quelque chose de feel good à ce point-là. Une partie du film l'est, je suis d'accord, mais je vois pas comment, vu ce qui se passe dans le film à certains moments, on peut considérer ce film dans son intégralité comme une ode à la vie, comme quelque chose de feel good, comme quelque chose dont on ressort avec la pêche. Moi ça me dérange beaucoup en tout cas. Et donc voilà, je vous encourage à aller voir ce film. C'est bien d'avoir des films qui ne nous laissent pas indifférents, c'est bien d'avoir des films qui soulèvent des questionnements, c'est bien d'avoir des films qui nous confrontent à nos propres biais, qui nous posent des questions, c'est bien d'avoir des films qui nous remuent intellectuellement ou viscéralement. Je pense que ça reste un film qui est réussi, qui est à voir. Le second film que je voulais aborder dans cette vidéo est le film A Dark Dark Man. C'est un film réalisé par Adilkan Yerzhanov et je suis désolée pour la prononciation, je pense que je prononce extrêmement mal les noms kazakhs. Au casting nous retrouvons Danyar Alchinov, Dinara Bakhtibaeva et Teoman Kos. Bekzat est un jeune policier qui connaît déjà toutes les ficelles de la corruption des steppes kazakhs. Chargé d'étouffer une nouvelle affaire d'agression mortelle sur des petits garçons, il est gêné par l'intervention d'une journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des steppes vacillent. Adilkan Yerzhanov, c'est déjà un réalisateur dont j'avais adoré le film La tendre indifférence du monde, dont je vous avais parlé, qui avait terminé dans mon top de l'année de 2019, dont j'ai l'affiche qui doit se balader quelque part ici. Je suis extrêmement fan de son cinéma, que je trouve être un monument de poésie sombre, avec beaucoup d'humour noir, quelque chose qui fait énormément penser à ce que fait Aki Kaurismäki en fait. Il a l'art de réaliser des films qui me touchent énormément, je trouve même que par certains aspects ce sont des contes ou des fables. Il y a toujours une petite touche de merveilleux, quelque chose qui va légèrement décaler le réel, qui va venir faire penser à l'ordre du conte. Dans A Dark Dark Man, c'est encore plus présent que dans La tendre indifférence du monde, étant donné que le titre lui-même fait référence à une comptine enfantine qu'apparemment chantent les enfants au Kazakhstan sur
sur un homme qui est très 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 sombre et très 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 méchant. Les références littéraires semblent être quelque chose de très important pour ce réalisateur, étant donné que La tendre indifférence du monde est aussi basée sur une citation de Albert Camus qui est un fil rouge qui sous-tend l'intégralité du film. Dans A Dark Dark Man, encore une fois, c'est cette comptine et sa morale particulièrement qui vont sous-tendre le film. C'est aussi un réalisateur qui est particulièrement sensible à la symbolique des couleurs, et si jamais vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Dans La tendre indifférence du monde, on avait une ambiance qui était rouge, crépusculaire, qui montre à la fois la passion amoureuse qui sous-tend le film, mais aussi qui va être la préfiguration de quelque chose de plus sinistre avec l'évocation du sang. C'est aussi la couleur de la colère qui va être un sentiment qui va être prédominant dans le film. A l'inverse, Dark Dark Man va jouer constamment avec des symboliques autour du jaune. Le jaune, traditionnellement, du moins dans les cultures judéo-chrétiennes, c'est une couleur qui est associée à la trahison. Et c'est une symbolique qui fonctionne vraiment très très bien avec le récit du film. Pour autant, le jaune, ça peut être aussi le symbole de l'or, ça peut être le symbole solaire, ça peut être quelque chose de beaucoup plus positif. Et cette interprétation-là fonctionne aussi très bien, puisque en fait, Dark Dark Man est le récit d'un parcours de rédemption d'un personnage qui va de plus en plus vers la lumière au fur et à mesure du film. Ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir, si vous avez des sources là-dessus, à quoi le jaune se réfère dans les cultures plus liées autour du Kazakhstan, de la Mongolie, de la Russie, parce que si ça se trouve, il y a des interprétations auxquelles je n'ai pas forcément eu accès, étant donné qu'on le sait très bien, les symboliques de couleurs varient aussi selon les cultures. Adilkan Yerzanov, c'est aussi un réalisateur qui prend le temps de camper des personnages. Tous ces personnages sont des archétypes de romans ou de films noirs, qui sont très facilement reconnaissables, et pour autant, il arrive toujours à décaler ces stéréotypes pour les rendre intéressants, pour les rendre surprenants, pour faire en sorte qu'il y ait un moment où on se rende compte qu'ils ne sont plus en position d'archétype, qu'ils sont de vrais personnages avec de vrais fonds, de vraies identités. Le personnage le plus intéressant du film, pour moi, c'est le personnage de la journaliste, qui est à la base en position un peu de... un mix entre la demoiselle en détresse et la femme fatale, qui est aussi un archétype de roman noir, et qui au fur et à mesure va se révéler vachement plus fine, vachement plus intéressante que ça. C'est un personnage moteur qui va forcer le personnage principal à bouger, c'est en fait elle l'initiatrice de l'action à chaque instant. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ces films. Il y a peu de personnages féminins, mais tous les personnages féminins qui sont présents sont les initiateurs, sont les moteurs de l'action, et en fait sans elles il n'y aurait pas de film. C'est assez paradoxal parce que c'est vrai qu'il y a peu de personnages féminins, mais je trouve que ce sont toujours les personnages les mieux écrits et les plus intéressants. Enfin, c'est aussi un film qui aborde le traitement des personnes marginalisées et en particulier les personnes handicapées mentales. D'ailleurs, le couple de personnages handicapés mentaux que l'on suit, qui vont être un des fils rouges du film, est absolument adorable, et c'est eux qui portent l'aspect merveilleux, l'aspect plus conte, l'aspect légèrement fantastique, beaucoup plus poétique du film en fait. Tout comme dans La tendre indifférence du monde, cet aspect-là était porté par le couple principal. Je ne connais pas l'intégralité de sa filmographie, mais j'ai l'impression que Adilkan Yerzanov, c'est vraiment quelque chose, cette notion de couple et d'un amour très pur, quelque chose presque d'un peu naïf et de très proche des contes de fées. C'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il aime développer dans ses films. Il faudra que je me penche un petit peu plus sur cette notion. De toute façon, Dark Dark Man et La tendre indifférence du monde feront sans doute l'objet d'un ciné-pépite, tant j'ai des choses à dire sur ces films et tant je les trouve intéressants et tant je trouve que c'est un réalisateur qui mérite d'être mis en avant parce que putain, il a une patte, il a un style. Et moi je sais que ce qu'il propose, je trouve ça absolument merveilleux. C'est un cinéma qui m'émeut beaucoup. Enfin, Dark Dark Man, je trouve que c'est aussi un film très intéressant dans sa photographie, dans sa mise en scène. C'est un film qui prend son temps. C'est un film très lent, extrêmement contemplatif. C'est pas un film d'action, on n'est pas dans un polar noir rythmé. Et c'est aussi un style que j'ai tendance à beaucoup aimer et qui, je trouve, correspond parfaitement à l'ambiance qu'il cherche à instaurer. C'est exactement ça, c'est un film d'ambiance. Bref, je pense que vous l'aurez compris avec tout ça, je vous encourage à aller voir A Dark Dark Man, qui est vraiment une pépite du cinéma, vraiment. C'est pas un film qui est objectivement parfait, mais c'est un film qui change tellement des standards de ce qu'on a l'habitude de regarder. C'est un film qui est tellement original, qui est beau, qui a de telles intentions de mise en scène, qui est porté par un réalisateur qui semble vraiment développer une thématique et une volonté auteuriste au fur et à mesure de ses films. Ça vaut vraiment le détour. Personnellement, j'ai quand même préféré La tendre indifférence du monde à A Dark Dark Man, que je trouve plus abouti. A Dark Dark Man, il y a quand même
certaines longueurs, il y a la fin qui est un poil décevante parce que attendue. Il y a certaines choses comme ça sur lesquelles je mettrais quand même un bémol, mais ça reste un film à voir, ruez-vous dessus. On continue avec le film Relique, réalisé, et là je vais sortir mes notes, par Nathalie Erika James. Au casting, nous retrouvons Emily Mortimer, Robin Nevin et Bella Heathcote. Lorsqu'Edna, la matriarche et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kai et sa petite fille Sam se rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d'Edna, et alors que son comportement devient de plus en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir une présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était, mais le sait-elle vraiment? C'est extrêmement difficile de vous parler de Relique, étant donné que c'est un film qui repose quasi intégralement sur sa fin, que je ne vais évidemment pas vous raconter, mais si jamais au visionnage vous vous sentez perdu, si jamais vous ne savez pas trop où le film vous mène, si jamais vous avez l'impression qu'il y a des longueurs, c'est tout à fait normal. C'est un sentiment de confusion qui est créé par le film volontairement et tout prend son sens dans les dernières minutes. C'est un de ces films sublimement réalisés où chaque détail et chaque petit fil du scénario qui partent un peu en vrille trouve un point d'orgue magistral dans la fin. Ce n'est pas une fin en twist, mais c'est quand même une fin qui franchement vous marque et vous ressortez de là avec un coup de poing dans le ventre. C'est un film qui prend aux tripes. Il faut bien sûr être touché par les thématiques qu'il aborde, dont je ne peux que très difficilement vous parler, encore une fois sans vous spoiler, disant que ça aborde les questions effectivement de confusion, les questions de décrépitude. Je sais que personnellement ce sont des thèmes qui me touchent terriblement et ce film m'a bouleversée. J'y ai pensé pendant des jours et des jours et des jours. Si jamais vous vivez en ce moment des choses difficiles autour des questions de la famille, autour des questions de la maladie au sens large, ça fait du bien aussi de voir des œuvres qui abordent ces sujets-là de manière aussi juste, parce que même si c'est douloureux sur le coup, c'est vraiment cathartique. Je sais que personnellement, ce film m'a vraiment fait du bien. Au-delà de ça, c'est un film qui a certaines scènes horrifiques qui fonctionnent terriblement bien. On a un passage un petit peu Alice au pays des merveilles avec une maison qui se déforme constamment, des personnages qui d'un coup deviennent minuscules par rapport à des décors qui sont immenses, ou à l'inverse une maison qui se rétrécit sur des personnages qui sont beaucoup trop grands pour cet environnement. Ce passage-là est cauchemardesque, c'est extrêmement dérangeant parce qu'on a vraiment l'impression que l'intégralité du quotidien est bouleversée, pervertie. Peut-être si je devais vous parler de ce film de manière très large, au-delà des questions de maladie, de décrépitude, de la cellule familiale, c'est aussi quelque chose qui parle énormément de cette perversion du quotidien. L'intégralité des choses que l'on croyait établies, l'intégralité des fondations sur lesquelles on a construit notre vie, dans ce film, absolument tout est remis en question. On ne sait jamais à quoi se fier, que ce soit d'un point de vue physique, avec un environnement quotidien qui est bouleversé, ou que ce soit d'un point de vue mental, avec des personnes que l'on connaît qui d'un coup vont totalement changer de comportement, ou même on se met à douter de soi-même. Ce film, c'est le doute constant, c'est... Voilà, on ne sait jamais sur quel pied danser, c'est une surprise totale que je vous invite évidemment à aller voir parce que c'est une immense réussite du point de vue du message mais aussi du point de vue de l'horreur. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc qui te met aussi mal, qui est aussi dérangeant viscéralement, qui a des scènes vraiment de cauchemar, de tension, qui vont plus chercher du côté surréaliste, qui vont plus chercher du côté d'une horreur psychologique. On va pas avoir de jumpscare, on va pas avoir de sang, on va pas avoir de scènes de possession, on va pas avoir de choses comme ça, mais on va avoir vraiment des choses qui pervertissent le quotidien. Je peux pas en parler mieux que ça. Le film se déroule dans un quasi huis clos. On a quelques scènes à l'extérieur, on a une scène d'exposition qui présente les personnages dans leur vie quotidienne, mais sinon c'est un quasi huis clos dans la maison, qui est porté par 3 actrices. Ces 3 actrices sont absolument formidables. Elles sont très peu connues, elles ont joué relativement peu jusque-là, et j'espère que ce film va pouvoir booster un peu leur carrière parce que les 3 sont absolument géniales. Je sais que l'actrice qui interprète Edna a surtout joué au théâtre, et ça se sent. Elle a une espèce de carrure et de charisme
grandiloquent, je dirais. Elle fait très grande dame qui jouerait dans des tragédies anciennes, des tragédies grecques. Elle a des gestes qui sont parfois un peu maniérés, elle fait un peu exagérer dans sa stature et ça fonctionne extrêmement bien dans son rôle. On sent que cet apport du théâtre dans cette espèce de solennité, bref, dans son espèce d'aspect solennel qu'elle arrive à donner à chacun de ses gestes et à chacune de ses apparitions, il y a quelque chose de très théâtral qui fonctionne très très bien pour son personnage. Je sais qu'il y a énormément de personnes dans la sororité qui ont parlé de ce film, donc je vais vous mettre toutes les chaînes qui en ont parlé dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ces avis complémentaires qui sont aussi très intéressants. Je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si je vais sortir un ciné-pépite sur ce film ou pas. Il le mériterait bien sûr, mais étant donné qu'il a fait quand même un peu parler de lui, que je cherche à mettre en avant des films dont vraiment très peu de personnes ont parlé, je sais pas encore si je vais en parler, mais quoi qu'il en soit, le cœur y est parce que c'est vraiment un film exceptionnel et qui vous hante pendant des jours. Et ça fait partie vraiment de ces rares moments du cinéma où on ressort changé quand on a vu le film. En tout cas, moi je sais que c'est un film qui m'a fait cet effet-là, je n'étais pas la même en sortant de la séance. Ce qui va être totalement l'inverse de The Craft, comme quoi dans le domaine de l'horreur on peut avoir de très très belles surprises comme Relic qui est un film extrêmement réussi, et de sacrées bouses comme The Craft. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai aussi des vidéos dans la barre d'infos de la sororité ciné qui en a aussi beaucoup parlé et qui se déchaîne bien sur ce film. Je vais pas en rajouter des tonnes parce que honnêtement j'ai pas envie de trop tirer sur l'ambulance. S'il y a bien un film dans l'intégralité de ce dont je vous parle dans cette vidéo que je ne vous conseille pas d'aller voir, c'est celui-là. D'ailleurs je suis très étonnée qu'il ait à nouveau une ressortie en salle le 15 décembre étant donné qu'il semble s'être planté sur le plan à la fois critique et sur le plan de la rentrée d'argent. Donc je ne comprends pas trop pourquoi ils ont décidé de reprogrammer ce film et pas d'autres qui le méritaient sans doute plus, mais bon. The Craft, Les Nouvelles Sorcières, est donc un film réalisé par Zoe Lister-Jones. C'est dommage parce que des films de réalisatrices, on n'en a pas non plus des tonnes et ça me fait chier que celui-ci soit vraiment très mauvais. Avec dans les rôles principaux Calice Paini, Gideon Adlon et Lovie Simon. C'est un reboot de The Craft, vous savez, le film des années 90 avec le groupe de sorcières qui était très teen movie d'horreur, dans une ambiance assez sympathique. Je sais que moi je l'avais vu il y a très longtemps, j'en garde pas énormément de souvenirs. Un film générationnel vraiment très réussi, qui en plus de ça abordait le côté mystère, magie, groupe de filles de manière vraiment intelligente et qui prenait la question de la sorcière, la question des pouvoirs magiques plutôt au sérieux finalement pour quelque chose qui était assez teen movie. Donc The Craft, qu'est-ce que ça raconte ? L'introvertie Anna arrive dans un nouveau lycée. Elle se lie d'amitié avec 3 autres camarades. Les jeunes femmes commencent à pratiquer la magie et invoquent les plus puissants esprits afin de transformer leurs rêves en réalité. Ce qui ne fonctionne pas dans ce film, c'est déjà une espèce de récupération mercantile très puante du féminisme. On est dans ce que j'appellerais un féminisme de comptoir, avec un espèce de girl power de pacotille qui ne fonctionne jamais, qui n'est jamais subversif, qui ne remet jamais en question les normes patriarcales, mais qui est juste là pour montrer des pseudo-femmes fortes, qui sont toutes plus insupportables les unes que les autres. C'est aussi quelque chose... Je trouve que c'est un exploit de réussir à écrire des personnages qui sont tous aussi haïssables. Quand je parle de féminisme de pacotille, c'est aussi parce que ce sont des femmes qui se mettent dans la merde toutes seules et qui finalement vont avoir constamment besoin d'aide pour réussir malgré leurs apparences de femmes fortes et de girl power qu'elles se donnent. Je pense que vous le savez, mais la sorcière c'est une figure féministe par excellence, notamment après les persécutions des sorcières connues durant tout le Moyen-Âge jusqu'à l'Inquisition, jusqu'au XVIIe siècle, etc. Où on a accusé à tort énormément de femmes qui étaient tout simplement des femmes libres d'être des sorcières. Et donc c'est devenu comme ça une figure extrêmement féministe. Je trouve incroyable que ce film arrive avec la figure féministe par excellence à proposer des personnages qui soient constamment autant à côté de la plaque, qui soient constamment autant des femmes qui ont besoin d'aide, qui n'ont rien d'indépendante ou de forte. Et même l'aspect sororité qu'on pourrait retrouver entre elles, à la limite que les personnages individuellement soient un peu nuls mais que le groupe soit fort, je trouve aussi que ça tombe complètement à côté de la plaque. Je pense que c'est le souci principal de ce film, c'est
le défaut d'écriture des personnages et du groupe qui ne fonctionne jamais. Et je vais même vous dire, je pensais durant tout le film qu'il y avait deux personnages qui se détestaient profondément. Je ne comprenais pas d'où sortait leur rivalité, mais j'avais vraiment cette sensation-là. Et en fait, c'est que à la fin que j'ai compris qu'en fait elles étaient potes et que... Et ça c'est pareil, c'est un mécanisme d'écriture qui est totalement éculé, cette espèce de truc des personnages qui se détestent mais qui en fait au fond s'aiment bien. Mais à la limite, on se dit, bon, si jamais c'est un peu nul au niveau de l'écriture des personnages, si le message féministe est raté, etc., mais que l'horreur est bonne, allez, à la limite, ça peut se pardonner. Ben non, évidemment, l'horreur est absolument pathétique, il n'y a rien dans ce film que vous n'aurez pas vu ailleurs, il n'y a aucun travail d'ambiance, à la limite, la photographie est un peu jolie, et encore, ça se repose sur tous les pensifs qu'on a vus ces dernières années, avec une photo qui est extrêmement contrastée, des plans qui sont très symétriques, etc. Enfin, je veux dire, ça ne renouvelle absolument rien au niveau visuel, même si, il faut le reconnaître, le travail est propre. Après, comme je vous le disais, je me rappelle très peu du film original, mais il me semble tout de même que The Craft a le mérite de proposer une histoire nouvelle. Il me semble que c'est plus une suite qu'un reboot, d'après ce dont je me rappelle. Donc, si jamais vous n'avez pas vu le film des années 90 et que ou si jamais vous l'avez vu et que vous voulez voir quelque chose qui se situe dans cet univers-là et que vous voulez continuer un peu votre expérience, peut-être que ça peut valoir le coup, mais à part pour les plus nostalgiques et les plus fans de la licence, qui trouveront effectivement des petits clins d'œil et du petit fanservice par-ci par-là, je ne sais honnêtement pas si ça vaut plus le coup que ça de visionner ce film. Comme je vous le disais, je pense que je vais pas m'attarder outre mesure, j'ai pas envie de tirer plus sur l'ambulance que ça, c'était un film qui partait déjà mal, qui sentait déjà le roussi rien qu'à la bande-annonce, et effectivement le résultat est tout aussi déplorable. Je ne vous conseille absolument pas de regarder The Craft, les nouvelles sorcières, ou The Craft Legacy, je sais plus le titre exactement. C'est vraiment une perte de temps pure et dure, une perte de temps sèche. Et si jamais vous pensiez que l'aspect féministe allait redorer le blason de cette production, c'est absolument pas le cas, c'est déplorable. C'est un film d'horreur absolument navrant. Enfin, je voulais très rapidement vous reparler du film 2 qui va bénéficier d'une ressortie en salle, qui est un film qui rebénéficie d'une certaine publicité, étant donné que c'est le film français qui a été choisi pour représenter les Oscars. Enfin du coup pour représenter la France aux Oscars. Et je suis absolument ravie de ce choix. Je vous ai déjà fait une vidéo solo sur ce film que je vous mets dans le petit i et dans la barre d'infos si ça vous intéresse, où j'y rentre bien plus en détail. Là je vais tout simplement vous dire, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir. C'est une petite pépite, c'est inventif, c'est original, c'est beau, c'est politique, et je ne peux pas être plus ravie de voir que c'est ce film qui va être choisi pour représenter la France aux Oscars, parce que c'est un film qui le mérite, qui a eu très peu de visibilité en France, très peu de publicité, dont j'ai l'impression que très peu de monde a parlé, alors que c'est un film qui est tellement réussi. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui détourne constamment nos attentes. On s'attend à voir une histoire d'amour LGBT entre deux personnes âgées, et c'est le plot de départ. Mais à côté de ça, il y a énormément de péripéties et de variations de style qui font que le film se décale constamment par rapport à nos attentes. On va avoir des aspects qui sont développés, qui sont extrêmement drame, des aspects comédie romantique, on va avoir des choses qui vont lorgner du côté du thriller au milieu, on va même avoir des scènes qui vont être surréalistes avec des passages comme ça qui sont quasiment fantastiques au milieu d'un film qui pourtant se situe dans quelque chose de très réaliste. La mise en scène est extrêmement soignée, avec tout un jeu sur les sons d'arrière-plan qui vont correspondre aux pensées intérieures des personnages. On va avoir énormément de choses sur le non-dit, le secret, le fait d'être caché en permanence, le casting est excellent. Honnêtement, j'ai eu un coup de cœur pour les deux actrices principales. Il y a Léa Drucker qui interprète aussi un personnage, je pense qu'elle a jamais été aussi bonne que dans ce film. C'est une réussite. Donc allez voir ma vidéo, surtout où je vous en parle plus en détail, je rentre un peu plus profondément dans l'analyse et sur pourquoi ce film est absolument génial. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de le voir à sa ressortie le 15 décembre, foncez, il le mérite, il mérite du soutien, il mérite qu'on en parle. Et j'espère que ce film gagnera
les Oscars du film étranger. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux si jamais vous souhaitez avoir plus d'infos, si jamais vous souhaitez directement discuter avec moi. Twitter, c'est le réseau social où je raconte le plus ma vie, des petites anecdotes, des trucs random, c'est le réseau où je suis le plus active. Sur Instagram, je vous fais des mini-critiques en sortant de films, je fais aussi des stories, et j'ai un nouveau format qui sont les anecdotes ciné, où je vous parle d'anecdotes de cinéma que j'illustre. Et enfin, n'hésitez pas à me suivre sur le réseau Demonios de Dolores, aussi sur Instagram, où je vous poste mes dessins et mes illustrations. Et voilà, et avec tout ça, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout n'hésitez pas à voter pour le sondage, savoir si vous préférez une vidéo par jour ou tous les 2 jours, ou si vous préférez une grosse vidéo pour que je vous parle de tous les films que j'ai vus ces derniers temps. Salut!